Aujourd'hui, je vous partage une vidéo qui nous renvoie en 2016, lorsque Patrick était venu faire cette interview pour des radios avec lesquelles il est partenaire, pour son émission H1000, dans le cadre de la sortie du film Suis ton chemin sur le 5 plongeur. Je vous le partage avant de vous partager prochainement le film complet en 4 versions, français, anglais, occitan et espagnol. Pour le moment, il me faut reprendre les droits musicaux parce que YouTube les bloque, malgré que je les ai payés au moment de la sortie du film en DVD. Et donc, je vous le partage parce que il y a un lien entre mon mode de vie aujourd'hui et la rencontre que ce métier de photographe animalier pendant 10 ans m'a permis d'approfondir dans mon lien à la nature et aux animaux. Je vous souhaite un bon visionnage de cette émission pour laquelle j'ai remis des séquences du film sur le 5 plongeur. Ça traite de l'autonomie et je suis heureux de le partager aujourd'hui avec vous. Mage, écoute. La montagne. Yannick, comme tu disais, c'est ton bureau ici? C'est ça, c'est ça. Et tes heures de bureau, c'est de quelle heure à quelle heure? Il n'y a pas d'heure, c'est libre, c'est un bureau formidable. Aujourd'hui, notre H1000 vous invite donc à cette carte postale sonore sur les berges de l'Hers, accompagné de Yannick Alram, photographe et cinéaste animalier, qui en 2016 a réalisé le film Suis ton chemin. Suis ton chemin, c'est un film animalier consacré au 5 plongeur, le seul passereau à pouvoir plonger et marcher au fond des cours d'eau. Et les 5 plongeurs que je suis, là où c'est très calme, où ils sont sauvages, ils vont être sensibles à la présence humaine et très capables de partir au moindre mouvement. Et là où il y a du bruit, du monde, du passage, en ville même, ils vont être habitués à ce que les gens passent sans les regarder et ils font souvent, à cet endroit-là, des choix de nid. Et donc tu peux aller les observer, et les gens peuvent aller les observer facilement, sans les déranger. Alors qu'on aurait tendance à les chercher dans des coins sauvages. On peut carrément les voir en dessous d'un pont œuvrer parce qu'ils ont l'habitude que les gens passent préoccupés par leurs idées, leurs rendez-vous, etc. Si je comprends bien, à force d'avoir filmé, tu t'es identifié un peu à cet oiseau. S'il y a eu une vraie rencontre au départ, j'ai été attiré par lui. Et à force de l'observer, il y a eu un défi un peu assez personnel, celui d'obtenir des images sous l'eau. Et pour arriver à relever ce défi,
je me suis fait prendre à l'observer de plus en plus, à découvrir ses habitudes, donc à m'immerger de plus en plus dans son environnement. Et cette immersion, elle m'a bouleversé plus que j'aurais pu l'imaginer. C'était plus un sujet de documentaire, mais c'était la découverte d'une espèce qui, par ses particularités, m'a mené plus loin à l'étudier, à l'écouter et à noter ses habitudes. Et justement, qu'est-ce qui t'a bouleversé à ce point? Je ne saurais pas dire. C'est pas descriptible. C'est comme une rencontre amoureuse. C'est un état de fait en fait. Ça m'est tombé dessus. C'est venu petit à petit. Cette espèce au fur et à mesure que je la filmais et j'étais pas trop habitué à voir des départs du nid et j'ai été confronté à un départ alors que je mettais des caméras un peu plus loin et j'ai cru avoir déclenché ce départ en fait. Si je ne retrouve pas l'intégralité de la nichée dans le torrent, malgré les images sous l'eau, j'arrête le film. Je n'utiliserai pas une autre famille pour boucler le documentaire et donc, ne les trouvant pas, j'ai fait comme si c'était mes petits. J'ai laissé mes caméras et je les ai cherchés avec l'envie profonde de les trouver pour qu'il ne leur soit rien arrivé par ma présence si c'était le cas. Et d'un coup, après une semaine de recherche qui n'avait rien donné, j'ai marché, j'ai tourné ma tête et j'ai vu le premier. Et c'est incroyable à dire, mais j'ai continué sur 200 mètres, je me suis arrêté, j'ai tourné ma tête et j'ai trouvé comme ça les 4 petits qui étaient au torrent. Et le documentaire a pu continuer. D'accord. Mais il faut préciser, puisque tu as vécu, si je comprends bien, des heures en harmonie avec cet oiseau, quel est le mode de vie de cet oiseau? Quelle est sa particularité? C'est un oiseau qui est complètement inféodé au cours d'eau. Il est lié aux larves aquatiques qu'il consomme, qui elles-mêmes sont liées à une qualité d'eau. Ce qui fait qu'il devient bioindicateur de son milieu parce qu'il consomme des larves très sensibles aux variations de pH ou à la pollution. Et c'est ce qui a élargi encore plus la rencontre pour moi, qui m'a fait étudier l'eau et l'état de l'eau sur notre planète, et aussi qui m'a touché quant à la façon dont on gérait nos ressources. Parce que quelque part, je voyais de plus en plus son habitat, et je constatais que je le filmais sur des déchets au torrent, qu'il était dérangé par des pêcheurs ou des promeneurs ou même des personnes comme moi, et surtout comme des personnes comme moi, qui ne prendront pas conscience qu'en voulant le filmer, ils vont trop faire de pression sur le nid. Et justement, en parlant de ce repositionnement, est-ce que tu as réfléchi à ton rapport, ou au rapport plus généralement entre l'homme et la nature? Est-ce qu'il semble pour toi qu'on a coupé le lien entre l'homme et la nature? Et est-ce que ça t'a permis aussi de prendre conscience un peu de la question environnementale? Disons que pour moi, à des degrés différents, on est endormi face à ce lien. Pas coupé, mais endormi. Et j'ai découvert à quel point, tout en semblant m'être éveillé jeune à la nature par mon rapport à la montagne et mon père et ma mère qui vivaient, et mes grands-parents aussi en plein cœur de la nature et qui m'ont sensibilisé à ça, j'avais un degré d'éveil à certaines nuances. Mais l'immobilité, qui chez moi était plutôt à la fin du mouvement, par la fatigue,
L'immobilité consentie pour suivre cette espèce m'a ouvert à un univers extraordinaire en fait. Où quand j'arrivais devant un torrent de montagne à vent, c'était pour me tremper les pieds. Je n'avais pas découvert à quel point 1 heure assis au même endroit permettait à la vie du torrent de reprendre son cours et en plus semblait m'entourer. Je partais avant avec mon matériel par exemple pour photographier. Maintenant je pars sans mon matériel pour rencontrer. Je m'arrête, je m'assieds et j'observe aux jumelles à distance et je vois ce que ça va m'inspirer. Ils m'ont imprégné en fait. Il y a comme quelque chose qui vous berce. Mon rapport à l'animal s'est approfondi, je trouve, parce qu'ils m'ont permis de m'arrêter en fait. Leur mouvement m'a donné une assise, dans ma vie comme dans mon métier. Et c'est assez surprenant parce que c'est agréable. Tout à fait. C'est agréable, c'est une sensation de... C'est comme s'ils m'avaient... que leur harmonie, par le nombre d'heures, avait rejailli en gouttelettes sur moi et je m'en étais délecté, quoi. Qu'en fait, c'est un passereau, l'un des rares passereaux, Le seul. le seul, à plonger dans les rivières, voire dans les torrents, et à marcher au fond de l'eau pour trouver sa nourriture. C'est ça. Il vole dans l'eau, quoi. C'est ça, carrément. Et c'est vraiment le bon terme que tu emploies parce qu'en fait, il utilise ses ailes quand il est dans un cours d'eau plus vif que ses pattes ne permettraient l'accroche ou qu'il y a trop d'eau pour que ses pattes accrochent au rocher. Il nage littéralement, on le voit dans le film et j'ai pu le filmer encore dernièrement. Avec ses ailes, il brasse l'eau et il a d'ailleurs une morphologie totalement adaptée à ce mode de vie qu'il a. Alors, c'est ça, dans le film, ça me fait sourire, mais il a dû faire un premier plongeon il y a 4 millions d'années. Alors ce premier plongeon, en fait, c'est un peu l'image qu'il m'a fait faire à moi et que j'ai espéré qu'il puisse faire dans le lien que l'humanité tisse avec l'eau. C'est qu'il s'est lié à cet élément de manière irréversible et nous y sommes liés, mais sans en avoir conscience et on n'en prend pas soin en fait. Donc ça m'oblige à abandonner certains fonctionnements de peur économique par exemple pour pouvoir comme eux travailler tous les jours sans avoir l'impression de travailler. Puisque je ne pense pas qu'une buse sur son perchoir se dise demain je ne bosse pas. Elle est bien, elle est en harmonie. Ils m'ont offert ça, mais j'ai eu à abandonner les craintes économiques et aussi le formatage que m'auraient obligé ces craintes économiques. Et petit à petit, j'essaye de rendre un témoignage authentique de leur mode de vie en espérant toucher les cœurs. Mais lorsque tu restes 4 ou 5 heures en planque, si je comprends bien, de 4 heures du matin à 7-8 heures jusqu'à midi même, et que parfois tu n'as même pas une image à filmer, quoi, est-ce que ça provoque pas de l'ennui, de la lassitude? En fait, non, carrément pas, ça m'ouvre d'autres sens. J'écoute, j'observe, je vois des nuances et je dors des fois. Mal, comme eux, sur une branche. En fait, je ne peux pas m'allonger, mais des fois je m'assoupis, c'est le son qui me réveille, je vis avec eux. En fait, c'est ça le privilège. Parce que tu parlais de décroissance, mais pour moi, c'est carrément ça, mais c'est presque un terme qu'on donne aux gens aujourd'hui, alors qu'en fait, le bonheur réel tel que moi je l'ai expérimenté, il est sans avoir.
C'est vraiment dans la nature ou au contact de la nature que j'ai trouvé mon équilibre et mon bonheur. Donc pour moi, c'est même pas de l'ordre de la décroissance, c'est de l'ordre de l'évidence. Sauf qu'en fait, les gens s'étant identifiés à une image, y compris d'eux-mêmes, ils n'arrivent plus à rentrer dans un rythme naturel. Ils sont pris par un mouvement, une spirale qui leur fait rater ce bonheur. Et sinon, les milliardaires ne se suicideraient pas, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y a une anecdote en particulier qui t'a marqué dans ta quête, pas de recherche, mais dans ta quête de ce film vers cet oiseau, envers cet oiseau? Il y a beaucoup de choses en fait. Je pense que ce qui m'a bouleversé et qui correspond à ma vision de la nature, mais qui s'est approfondie, c'est vraiment la dimension familiale. Cette dimension familiale, elle est héroïque en fait. Et on voit dans nos sociétés des comédiens qui sont d'ailleurs admirés de tous et qui apprennent à jouer la comédie. Et là, on a au contraire des acteurs qui sont complètement naturels, qui vivent dans un environnement qui est hostile, difficile. Il y a 65% des juvéniles des 5 plongeurs qui ne passeront pas le cap de la première année. C'est très difficile pour les parents parfois de les nourrir. Avec les conditions climatiques, et je trouve assez admirable cette dimension familiale. Quand ils construisent le nid, c'est pour leurs enfants, c'est pas pour habiter, ils dorment à côté, quoi, et ils sont rudes en fait, pour des 75 grammes maximum. Ils plongent dans l'eau gelée, ils passent de la glace à l'eau gelée, ils plongent 1600 fois par jour, et ils sont complètement liés à l'environnement et à ses modifications, dont le changement climatique et les actions anthropiques sur les cours d'eau les mettent en difficulté. Ce qui me touche, c'est qu'ils viennent nous signaler qu'ils ont besoin d'une certaine qualité d'eau. Et ce que nous posons comme acte au niveau des berges, de la gestion de nos cours d'eau, du gaspillage et de la pollution de nos cours d'eau, on a du mal à percevoir que ça nous revient à nous et que c'est l'homme qui est en question là-dedans. Et quand on parlait tout à l'heure de la protection de la nature, on a surconsommé, on est tous responsables de ça, on a surconsommé au détriment des générations à venir en fait. Est-ce qu'il est raisonnable de continuer à consommer plus qu'il nous faut, sachant que nous allons dépouiller les ressources de nos générations à venir, ce que fait aucun animal qui va même se priver pour ses petits. Et en fait, l'homme aujourd'hui part en quête de sauver la planète, alors que je pense que vraiment, c'est la question de la survie de l'homme qui est centrale. Chacun doit prendre à bras le corps cette question, parce que sinon, ça ne sert à rien d'acheter le dernier jouet à ses enfants par amour et d'aller travailler des heures, si ça contribue à détruire la terre que l'on va laisser à nos petits-enfants. Où est le sens ? Et alors on dit aux gens, en fait, il faut changer si vous voulez que la planète ne périsse pas, mais elle ne périra pas, en fait. C'est l'homme qui est en balance. Parce que lorsque les espèces végétales, les micro-organismes se seront adaptés à tout ce que nous avons balancé dans la nature, on ne survivra pas. Un arbre peut changer de génome, une espèce peut changer de lieu, mais on verra des mouvements de population forcément quand il n'y aura plus d'eau à certains endroits. Et aujourd'hui, on ne peut pas rester pendant 10 ans sous la douche, comme 1800 enfants qui meurent de manque d'accès à l'eau potable en Afrique chaque jour. Et moi, aujourd'hui, mon fils, qu'est-ce que je ferais s'il était dans cette situation-là? Et à côté de ça, à Sydney, 1000 litres par habitant.
Donc en fait, la démesure nous conduit à une vraie question de survie. Et si les gens le voient comme ça, peut-être qu'ils agiront différemment. Ouais, mais si on était un peu provocateur, on pourrait dire que les pays riches, justement, veulent survivre, mais qu'ils en ont rien à foutre de la planète. Peut-être qu'il y a ça aussi. Carrément. Mais en fait, moi, ce que j'ai découvert dans mon manque de liberté, puisque j'étais en quête constante de liberté, et dès mes départs en montagne, je mettais la liberté en avant. Et d'ailleurs, quand j'allais voir des amis, je disais, ceci est un espace de liberté, jusqu'au jour où je ne l'ai plus dit, quand j'ai découvert qu'en fait, c'était ma dépendance au système qui le rendait nocif. Et c'est de cette dépendance dont il a fallu me sevrer. Qu'en fait, il me portait à trouver un équilibre au milieu de ce chaos, alors que l'équilibre, il suffit de s'asseoir dans la nature. On n'a pas besoin d'être riche pour le trouver. En fait, c'est celui qui a la simplicité d'être capable de se mettre en situation de le recevoir qui reçoit cet équilibre. C'est pour ça qu'un enfant dans un bidonville peut être en harmonie et qu'un bonhomme qui arrive avec une grande bagnole et qui pourtant a peut-être une conduite de vie qui est déplorable, avec même des agissements qui pourraient faire peur à tout le monde si on le savait, en fait on va idolâtrer le brillant, comme si un canard aujourd'hui arrivait en plein milieu de la mare avec des bagouses et des colliers, et que les autres le regardent comme ça en lui disant « Mais comment tu vas arriver à fouiller la vase pour trouver à manger sans te noyer ?» Il faut descendre d'un train qui n'amènera pas nos enfants à destination. C'est même plus question de nous, ni de l'environnement qu'on connaît. Alors c'est sûr qu'à travers ces oiseaux, c'est juste envie de balancer aux gens qu'en fait, eux, c'est les héros de notre monde moderne. Parce que depuis 4 millions d'années, ils restent fidèles à un rythme de vie qui est respectueux de leur environnement. Et un jour, un homme a dit, je ne sais pas qui d'ailleurs, j'essayerai de mourir sans laisser de traces. C'est l'opposé de ce qu'on fait en tant qu'être humain. Mais les animaux partent sans laisser de traces, mais sans laisser non plus d'empreintes négatives. Ils participent à l'environnement dans lequel ils vivent. Et nous, en fait, on les consomme. Et on n'est pas capable de s'arrêter devant un documentaire tranquille qui va parler de leur vie, parce qu'en fait, il n'y a pas d'histoire extraordinaire où ils deviennent les héros modernes. C'est des héros. Et quand on les côtoie, on en tombe amoureux et on espère qu'une chose, c'est que nos enfants entendront encore leur chant, verront leur courage et pourront goûter à leur harmonie. Alors je suis tout à fait bluffé par ce plaidoyer à l'animal, bien évidemment sur ce passereau, le seigle plongeur. Moi je trouve que c'est une belle conclusion. Allez voir donc ce film de Yannick Alram.